11 mars 2022. En manchette, une première centenaire à la Villa Forestville, traversier Rimouski-Forestville, 2 promoteurs intéressés, le Boréal-Lopette reporté d'une semaine. Pour la première fois depuis son existence, la Villa Forestville a célébré la 100e anniversaire d'une résidente, soit celui de Madame Marie-Ange Gagnon le 7 mars. Originaire de Saint-Fidèle, celle-ci demeure à Forestville depuis ses 9 ans. C'est entourée de ses amis, de sa famille, du personnel de la résidence, ainsi que de la présidente de Villa Forestville, Micheline Anctil, que Madame Gagnon a souligné cet événement important qui n'est pas coutume. Pour Madame Anctil, cette journée était un jour spécial, premièrement parce qu'il est rare que l'on puisse fêter une centenaire et parce qu'avoir 100 ans, c'est un trésor et une chance. Un trésor parce que vous êtes riche de milliers de souvenirs et une chance parce que vous avez toutes les capacités de nous les partager, a-t-elle poursuivi après lui avoir remis une gerbe de fleurs et un certificat de reconnaissance à titre de mairesse de Forestville pour souligner cette journée mémorable dans la vie d'une grande citoyenne. Très émue, la fêtée était très heureuse de cet hommage et s'est dite très gâtée. Elle a mentionné être encore en forme pour son âge, même si elle a 100 ans, elle se sent encore jeune dans son cœur, comme si elle n'avait jamais changé. Née le 7 mars 1922, Marie-Ange Gagnon est arrivée en Haute-Côte-Nord à l'âge de 9 ans avec sa famille qui s'est d'abord arrêtée à Portneuf-sur-Mer. Ils sont arrivés en canot à Forestville, dans le secteur de Baie-Laval, là où ils avaient obtenu un lot de la part de l'agent des terres, selon une de ses filles, Sylvie Tremblay. Ils étaient 2 familles dans le même canot, soit les Tremblay et les Gagnon. C'est là que les futurs époux se sont rencontrés pour la première fois, renchérit une autre de ses filles, Doris Tremblay. Marie-Ange Gagnon et ses proches font partie des défricheurs de Forestville, puisque la ville a été fondée officiellement en 1944. En 1942, Madame Gagnon unit sa destinée avec celui qui est devenu son mari, Paul Tremblay. Résidents de Baie-Laval, ils ont eu 7 enfants, soit Henri-Paul, Doris, Rosette, Viateur, Gervaise et Sylvie. Elle a pris soin de ses enfants toute sa vie. Quant à M. Tremblay, il exerçait le métier de camionneur et il était aussi propriétaire d'un moulin à scie. Il est décédé en 2013, à une semaine seulement de son 100e anniversaire. C'est à ce moment que Mme Marie-Ange a emménagé à Villa Forestville, où elle se sent bien entourée. Aujourd'hui, sa santé lui permet de se remémorer tous ses souvenirs qui ont marqué sa vie et de profiter de ses 12 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Dans un communiqué conjoint diffusé le 7 mars, Martin Beaulieu et Micheline Anctil, respectivement présidente-directeur général et présidente de la SOPER et de la SEDF, confirment qu'au terme de la date limite de dépôt du 4 mars, 3 promoteurs avaient procédé à un dépôt de dossier dans le cadre de l'appel de projet pour assurer la liaison maritime entre Rimouski et Forestville. À la suite de l'analyse de ces 3 propositions par le comité de sélection, 2 projets ont finalement été retenus pour les prochaines étapes, mentionne le communiqué. La Société de promotion économique de Rimouski et la Société d'économie et de développement de Forestville ont reçu 8 demandes de promoteurs afin d'obtenir les documents relatifs à l'appel d'intérêt pour l'exploitation d'un service de traversier entre Rimouski et Forestville. Dans le contexte des derniers jours, les 2 promoteurs seront contactés afin de valider certains aspects des plans d'affaires en lien avec l'actuelle flambée des prix de l'énergie et de certaines infrastructures. Le but de cette démarche est de s'assurer que le partenariat entre le promoteur et les 2 villes ne soit pas à risque en raison de la crise actuelle. Selon Micheline Anctil, mairesse de Forestville, la volonté d'avoir un service pour 2022 est toujours là. Cependant, les développements des derniers jours incitent à la prudence afin d'obtenir une collaboration viable à long terme. C'est encore une étape confidentielle, mais donc quand même très, très, très intéressant, très positif pour les 2 promoteurs. Pourquoi on va en études complémentaires? Bien, différents éléments, mais entre autres, le coût du carburant. Hein, on sait ce que ça signifie là, pour les entreprises. Alors, on veut s'assurer, parce que dans le dépôt des soumissions, on veut voir ce que ça signifie pour les prochaines années. De même que les attentes qui étaient d'avoir un horizon sur 5 ans.
au niveau du service. Alors, on veut vraiment aller préciser des choses à ce niveau-là. Donc, je pense qu'au cours des 2 prochaines semaines, il y aura conclusion de ce dossier-là. L'année 2022 s'annonce fertile pour la Côte-Nord en termes de projets de valorisation agroalimentaire. Alors que la majorité des MRC du territoire s'apprêtent, si ce n'est pas déjà fait, à procéder au déploiement d'un plan de développement de la zone agricole, PDZA, propre à chacune. Le ministère de l'Agriculture, des Prêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, offre un soutien financier pour un projet de caractérisation des terres en friche. La firme Agri-Boréal Service Conseil de Forestville se déploiera particulièrement dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan et de cette rivière afin de répertorier le potentiel des lots disponibles sur le territoire. Dans un premier temps, la localisation des terres en friche sera effectuée et dans un second temps, leur caractérisation ainsi que l'évaluation de leur potentiel de remise en culture permettront de mettre en place des mécanismes de collaboration avec les différents acteurs du milieu. Une initiative saluée par le vice-président de la section régionale de l'Union des producteurs agricoles, Daniel Harvey. Sans vouloir faire de projections, il sait déjà qu'un potentiel intéressant a été décelé notamment à Colombier et au Bergeronne. Bien que ce dernier convienne que 50% des 88 entreprises agricoles nord-côtières exploitent des bleuetières, il estime que les possibilités sont nombreuses sur la Côte-Nord malgré le climat rigoureux. En entrevue au journal Haute-Côte-Nord, Daniel Harvey confirme que la relève est là et que de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'agriculture. Mais encore faut-il rendre les terres accessibles, l'un des objectifs du projet et un enjeu de longue date sur la Côte-Nord. D'autant plus, ajoute Daniel Harvey, que les terres nord-côtières se vendent actuellement entre 2 000 et 2 500 $ l'hectare, un prix quand même abordable, estime-t-il. Alors que certains lots agricoles situés dans la région du centre du Québec peuvent trouver preneur pour des sommes qui se situent entre 8 000 et 8 500 l'hectare. Comme tous les producteurs de la région, messieurs Yves Laurentiel et Daniel Harvey souhaitent ardemment que la classe politique soit au rendez-vous dans le développement des possibilités agricoles de la Côte-Nord. Ils y voient des retombées positives pour le secteur bioalimentaire ainsi que pour le territoire. Les premiers résultats de la qualité de l'air dans 521 classes du Centre de service scolaire de l'Estuaire sont encourageants. Selon les données prélevées dans la semaine du 14 au 18 février, 95,7% des lecteurs installés ont enregistré des concentrations moyennes en CO2 jugées acceptables. Rappelons que le ministère de l'Éducation, qui collecte les données de façon centralisée, a fixé à 1500 parties par million, ppm, la concentration acceptable. Si 95,7% des lecteurs ont respecté cette barre, 87,1% ont révélé une concentration moyenne inférieure à 1000 ppm. Pour la directrice générale du Centre de service scolaire, Nadine Desrosiers, bien qu'il s'agisse de données préliminaires, l'établissement est heureux de constater que ces résultats reflètent ceux des tests effectués au cours de la dernière année et ayant permis de prouver l'application stricte par les équipes écoles des mesures d'aération prescrites dans les protocoles permettent de maintenir une bonne qualité d'air dans les établissements. Des lecteurs restent toujours à installer dans certaines écoles, tandis que d'autres équipements sont en cours de calibration ou encore défectueux. Le Centre de service scolaire de l'Estuaire s'attend à obtenir bientôt des outils de gestion et d'analyse des données afin d'effectuer un suivi plus précis de la situation. Dans quelques semaines, il prévoit être en mesure de publier des données qui permettront de connaître les résultats pour chacune de ces écoles. Un seuil de 1500 ppm en concentration de CO2 est considéré comme acceptable, bien que l'idéal se situe à 1000 ppm. Il s'agit plus précisément d'un seuil de confort et il est important de souligner que les classes affichant un taux supérieur ne sont pas dangereuses pour la santé de leurs occupants. Le Centre de service scolaire rappelle d'ailleurs que le règlement sur la santé et la sécurité du travail recommande une moyenne d'exposition inférieure à 5000 ppm par journée de travail de 8 heures. Dans le cadre de la 20e édition du Festi-Livre des Jardins qui sera présenté au Bergeronne du 28 avril au 1er mai, la coopérative forestière La Nord-Côtière et l'Association forestière Côte-Nord collaborent à la mise en place d'un concours d'écriture sur le thème « Les héros de la forêt ».
En plus d'encourager l'événement, les responsables de la coopérative forestière La Nord-Côtière, dont le siège social est au Bergeronne, et l'Association forestière Côte-Nord voient une belle façon par cette initiative de valoriser les métiers forestiers. D'ailleurs, le gagnant du concours remportera la bourse La Nord-Côtière d'une valeur de 500 $. Les héros de la forêt sont opérateurs de machinerie, débroussailleurs ou technologues forestiers. Grâce à eux, nous profitons du bois et la forêt est aménagée durablement. Selon la directrice de l'Association forestière Côte-Nord, Marie-Ève Gélina, ils travaillent dur mais sont rarement sur le devant de la scène. Cette dernière invite d'ailleurs les participants à pousser davantage leur démarche en rencontrant et échangeant avec le travailleur forestier visé. Les participants doivent écrire un texte d'environ 250 mots. Le concours est ouvert à tous, mais la personne gagnante devra obligatoirement être présente au Festi-Livre des Jardins le samedi 30 avril pour la remise de la bourse. Le texte, accompagné du nom et des coordonnées complètes du participant, doit être envoyé par courriel en format Word à info@afcn.qc.ca au plus tard le 13 avril. Dans le monde du sport, l'évaluation régionale Star Michel Proulx qui s'est tenue à Sept-Îles le 28 février a permis à Anaïs Gauthier du club Escopop des Escoumins de se qualifier en vue du championnat provincial Star Michel Proulx annoncé du 7 au 10 avril à Lévis. La patineuse a récolté la 2e position au terme de l'évaluation dans la catégorie Star 6. Anaïs a aussi obtenu la 1re place dans le Star 7, alors que sa compatriote Laurence Gagnon a terminé en 4e place dans la catégorie Star 6 et récolté le 3e rang dans le Star 7. Parmi les autres protagonistes du club escouminois, mentionnons Félicia Tremblay et Amy Gauthier qui évoluent dans la catégorie Star 3 et Laurence Nollet dans le Star 4. Les patineuses ont toutes reçu des rubans assortis à une fiche d'évaluation individuelle. Pour le club patin d'argent de Forestville, aucune patineuse des 25 inscrites pour cette saison ne pouvait se qualifier pour le championnat provincial puisque les catégories admissibles débutent à partir du niveau Star 5. La patineuse la plus avancée du club foresvillois évolue dans le Star 4. La présidente du club patin d'argent, Karine Moreau, confie au journal Haute-Côte-Nord qu'après 2 années plus difficiles avec la pandémie et le manque d'entraîneurs, le conseil d'administration se réjouit du nombre d'enfants qui se sont inscrits cette année, particulièrement dans le programme Patinage Plus pour les plus jeunes. Les bénévoles sont également contents de pouvoir compter sur une nouvelle entraîneur, Elisabeth Savard, qui a été formée par Patinage Canada. Elle est une ancienne patineuse du CPA Forestville et ils espèrent pouvoir collaborer avec elle pour de nombreuses années. Avec la reprise des compétitions, les patineuses du programme Star vont pouvoir terminer leur saison sur une note positive, selon Mme Moreau. Du côté du club escouminois, la présidente Amélie Tremblay estime que son club a connu malgré tout une belle saison avec 40 inscriptions. La saison s'est bien passée malgré toutes les contraintes. De septembre à décembre, les patineurs ont pu participer à 2 séminaires Brunet Plus Myriam Tremblay avec Karine Sauvageau. Une simulation de compétition avec costume a aussi été organisée pour permettre aux patineurs et patineuses de vivre cette expérience. Ensuite, les 11 et 12 décembre, 8 patineuses du club ont pu participer à la compétition Invitation du Lac aux Fjords à Saguenay. Ce fut vraiment merveilleux pour elles après 2 ans d'arrêt en raison de la pandémie, de l'avis de Mme Tremblay. Cependant, une baisse de 40 % a été notée en février au niveau du patinage plus. Pour l'an prochain, l'avenir du club Escopop est incertain puisque l'entraîneur Mélanie Talbot se retire après 14 ans d'implication. Les administratrices sont très reconnaissantes pour tout ce qu'elle a fait. Elle a contribué au développement de ce beau sport et a permis à plusieurs patineurs et patineuses de se réaliser. Elles sont donc à la recherche d'un entraîneur certifié pour l'automne 2022. L'équipe derrière l'organisation du Boréal Lopette, compétition de ski et de fat bike tenue à Forestville depuis 2004, a pris la décision de reporter l'événement d'une semaine en raison des prévisions météorologiques défavorables annoncées ce samedi 12 mars. Les fondeurs seront donc invités à compétitionner le 19 mars. L'organisation affirme vouloir les meilleures conditions possibles pour les participants. Rappelons que pour sa 18e édition, le Boréal Lopette est de retour en présentiel. La compétition de ski de fond, fat bike et de course sur neige offre différents parcours aux participants.
Pour plus d'informations, il suffit de consulter le site web de l'événement. Notons qu'en raison des mesures sanitaires, il n'y a pas de souper organisé cette année. À la météo, en ce vendredi 11 mars, nous avons pu profiter d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 5 degrés Celsius en attendant la tempête hivernale prévue demain. Effectivement, Environnement Canada prévoit 20 à 25 cm de neige pour samedi, ainsi que des vents qui se rapprocheront du 30 km/h. Le thermomètre descendra jusqu'à moins 4 degrés. Pour dimanche, il faut s'attendre à quelques averses de neige et de la poudrerie par endroits en raison des vents. Un maximum de moins 5 degrés est annoncé. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!